Ce balado est propulsé par Caléido, l'épargne-étude qui vous en donne plus. Nos croyances, elles sont nombreuses. Elles nous définissent dans qui nous sommes, ce que nous avons de plus beau, mais aussi ce que nous avons de plus sombre. On le sait, il n'y a pas d'école pour être parent. On fait de notre mieux avec notre bagage d'expérience et de croyances. Nous sommes nombreux à s'intéresser aux nouvelles méthodes afin d'améliorer, de modifier également notre style parental, nos interventions. Mais comment ne pas tomber dans le piège de transmettre toutes nos croyances, même les plus limitantes, à nos enfants? Eh bien, je pose la question aujourd'hui à deux coachs familiaux, Nancy Doyon et Martin Daigle, afin qu'ensemble, nous soyons à la hauteur de nos tout-petits. Le thème d'aujourd'hui m'est venu justement en consultant la page Facebook de Nancy et Martin. Bonjour. Bonjour. J'ai vu une de vos capsules sur la transmission de nos croyances et je me disais, c'est un thème qu'il faut absolument aborder ensemble. Dites-nous, d'abord, j'aimerais vous entendre, moi je l'ai lu sur votre site, mais j'aimerais ça vous entendre là-dessus, la transmission volontaire ou involontaire de nos croyances à nos enfants. En fait, on ne réalise pas, mais par nos paroles, par nos actes, surtout par nos actes, en fait, on induit un paquet de croyances chez nos enfants qui, par la suite, vont avoir un impact majeur sur leur façon de voir le monde, sur leurs relations, sur leurs actions, sur leur comportement. Quelques exemples. Quelle croyance, Martin, as-tu reçue par rapport à l'argent? Moi, puisqu'on est une grosse famille, mes parents disaient toujours, on est né pour un petit pain. Donc, pour nous, être un daigle, c'est ne pas avoir d'argent. Donc, de ne pas en demander plus à la vie. Donc, on a le strict minimum et on doit se contenter de ça. Alors après ça, c'est venu mouler plusieurs de ses choix de vie. Et dans certains cas, ça peut mener à de l'auto-sabotage. Oui, clairement. J'imagine dans notre travail, par exemple, on peut se dire, bon, ben, j'ai un emploi correct, j'ai un salaire correct, j'en demanderai pas plus, hein, faut pas être trop gourmand, mais ça peut peut-être briser certains rêves. Puis le problème derrière tout ça, c'est que ce qui risque d'arriver, c'est que si je sors de ce moule-là, exemple, je fais beaucoup d'argent, là, je suis confronté à ouais, mais je ne suis pas un daigle. Un daigle, c'est né pour un petit pain. Je suis déloyale. Je deviens déloyal envers ma famille. Je comprends. Donc, c'est pour ça que ça peut devenir aussi confrontant de sortir du moule familial, ne serait-ce même des fois les études. Hein? Nos parents, nos cousins, nos cousines, par exemple, ne sont pas allés à l'université. Bon, mais le premier de la famille qui va à l'université, autant sortir du moule peut être valorisé, mais autant j'imagine qu'à l'intérieur, ça peut être extrêmement confrontant. Mais tu vois, moi, chez moi, ce n'était pas valorisé dans ma famille immédiate, mais aussi dans ma grande famille, ce n'était pas valorisé de faire des hautes études. Il y avait une croyance latente, puis je me souviens même pas, je pense que ça n'a jamais été dit, mais c'est un paquet de petits commentaires qu'on entendait qui faisaient que la croyance sous-jacente était les gens qui font des hautes études se prennent pour d'autres. Prétentieux, oui. Sont prétentieux et regardent la basse classe de haut. Donc, moi, je n'ai pas fait de hautes études. J'avais vraiment cette espèce de sentiment-là que si j'allais à l'université, j'allais être déloyale à mon clan, que j'allais devenir quelqu'un d'autre, quelqu'un qui était désagréable. Mais tu sais, au-delà de ça, là, par exemple, j'ai mon enfant il y a 2 ans, il vient pour grimper sur une chaise, puis je fais attention, tu vas tomber. Il vient pour toucher à quelque chose, touche pas, tu vas le briser. Qu'est-ce que je suis en train de lui inculquer comme croyance? C'est, la vie, c'est dangereux. Je n'ai pas confiance en toi. Moi, ma mère me disait toujours, toi, tu as les mains pleines de pouces. Parce qu'elle disait que j'étais maladroite.
Ben moi, parfois, là, quand j'échappe quelque chose, je m'entends dire « Ah, ça, c'est bien moi. » Ouais. J'ai toujours été gaffeuse. Moi, je suis une gaffeuse née. Mais ça nous ramène aussi peut-être à faire attention même aux surnoms qu'on peut donner à nos enfants. Parfois, c'est pas nécessairement méchant, mais dans le quotidien, je sais pas, moi, la rouspéteuse, lui, je sais pas, moi, le gourmand, le ci, le ça. Mais ça s'inscrit quelque part ça vient nous définir. Oui. Et mais ça, on l'a déjà vécu à un moment donné. Il y a une maman qui était venue avec ses 2 enfants lorsque Nancy avait un kiosque et elle a présenté, je pense que c'est son fils comme ça, c'est mon TDAH, Oh. ma petite tornade. Et puis, ça, c'est ma petite gênée, c'est ma petite timide, ça. Ouais. Donc, souvent, les qualificatifs qu'on va donner à nos enfants, même si on croit que c'est superficiel, que c'est comme, c'est léger, les enfants vont acheter ce qu'on dit d'eux. Je dis souvent, moi, le plus grand drame des enfants, c'est qu'ils croient ce qu'on dit d'eux. Oui, parce qu'ils sont trop petits pour aller chercher à l'intérieur d'eux-mêmes. Ils sont en construction. mais même en grandissant. Et même en grandissant, Ah ouais, hein? là, je vais raconter juste une chose qui m'est arrivée, moi, au niveau des croyances. Moi, lorsque j'étais jeune, hypermétrope, donc j'avais des verres, des montures vraiment très épaisses, des verres très épais, ce qui faisait qu'ils grossissaient mes yeux. Et mes parents, puisqu'ils n'avaient pas nécessairement d'argent, n'avaient pas les moyens de me faire couper les cheveux. C'était ma mère qui coupait les cheveux comme elle pouvait le faire. Donc, j'avais un look qui faisait en sorte que je n'étais pas nécessairement beau. Et à un moment donné, j'ai commencé à travailler, je me suis fait coiffer, je me suis fait couper les cheveux. Et puis à un moment donné, j'ai dit, hey, je vais aller m'acheter des verres de contact. Donc, je suis parti avec mon argent que j'avais ramassé, m'acheter des verres de contact. Et le premier commentaire que j'ai eu de ma mère lorsque je suis rentré dans la maison, c'est « Hein, depuis tes lunettes, t'es donc ben laid. » Et ce commentaire-là, je vous le jure, est venu me hanter beaucoup et plusieurs années plus tard. Il ne faut jamais sous-estimer les commentaires de nos parents, à quel point, parce que j'avoue, même moi, je repense des fois à des situations, des choses qui ont pu nous être dites sur le coup, et je suis certaine, probablement que tu en reparlerais à ta mère, puis elle ne se souvient même pas d'avoir dit ça, parce qu'elle a dit ça comme ça, mais nous, de petites phrases, de petits événements qui nous restent en tête et qui influencent notre vie. Donc, ce qui veut dire que si on fait le parallèle avec la petite enfance, la façon dont on agit avec nos enfants, clairement, ça s'inscrit et ça va bâtir leur schéma de croyance à eux. Oui, puis tu sais, à quelque part, d'une façon ou d'une autre, on ne pourra pas que induire à nos enfants. Souvent, on va parler, quand on parle des croyances aidantes, oui, des croyances qui nous poussent vers l'avant et des croyances limitantes. Moi, j'ai eu la chance et le privilège. J'ai un déficit d'attention. Donc, très jeune, je bougeais beaucoup. Très jeune, j'étais très, très verbomoteur. À 2 ans, je parlais sans arrêt. J'avais un petit côté impulsif. Bien, moi, jeune, plutôt que d'être perçue comme étant défectueuse, bien, mes parents avaient, eux, la croyance, les lunettes qui disaient, bien, elle a sûrement un talent en communication, elle parle tout le temps. Donc, oui, ils m'ont appris à me taire. Tu sais, surtout mes bulletins, c'est écrit bavard dans la classe, dérange. Tu sais. Mais ma mère, elle, sa croyance, c'était ben c'est sûr qu'il va falloir que tu apprennes à le moduler, mais tu as sûrement du talent en communication. Alors, partout où on passait, quand il y avait besoin, il disait on aurait besoin de quelqu'un pour animer, ma mère disait ah, j'en ai une ici. C'est le temps d'aller lire à la messe aux obsèques de quelqu'un. Tiens, Nancy va y aller, elle est bonne là-dedans. Oui, c'est ça. En mettant en lumière, si on veut, en transformant ce qui aurait pu être perçu par quelqu'un d'autre comme vraiment quelque chose de tannant, elle est fatigante, elle, si ça. Mais elle l'a mis en lumière et justement, maintenant, tu gagnes ta vie avec ça, des conférences, on fait un balado, tout ça. Donc, ça s'est transformé en force. Mais oui, par rapport à ce qu'on fait à notre enfant, mais nous, en tant que parents, inévitablement, on voit nos parents, hein? On voit ce qu'ils font, on voit justement les croyances aidantes, les croyances limitantes.
comment on peut faire pour se débarrasser, si on veut, de certaines croyances limitantes, justement pour ne pas les inculquer? Parce que c'est en nous, hein? Des fois, ça peut sortir, comment je peux dire, de façon... ça peut sortir sans que ce soit voulu, c'est plus fort que nous. La phrase peut sortir, justement, si je reprends le nez pour un petit pain, même si nous, on se dit, voyons, on n'y croit plus à ça, mais il arrive une situation où on est au centre d'achat ou je sais pas quoi. Ah, ben non, notre relation à l'argent. Ou comment on peut faire pour se sortir de ça? Puis en plus, il y a une très grande partie de nos croyances qui sont inconscientes. On n'en a même pas conscience. Donc, la première étape, c'est peut-être de s'asseoir pour justement essayer de prendre conscience du plus de croyances possible. Je prends une feuille et un crayon, puis je regarde les différentes sphères de ma vie. Fait que, tu sais, je pourrais me poser des questions comme quelles sont toutes les croyances que j'ai reçues de la part de mes parents par rapport à l'argent? Quelqu'un qui est aisé financièrement, il est comment? Mon père, il percevait ça comment? Ma mère percevait ça comment? J'aimais aussi, moi, il y avait un psychologue qui me l'avait fait faire à moi, il m'avait dit, si ton père avait à te décrire, il te décrirait comment? Si ta mère avait à te décrire, elle te décrirait comment? Et là-dedans, lesquelles sont des perceptions justes et lesquelles de ces croyances-là tu veux plus? Donc, tu sais, c'est intéressant de se poser la question. Donc, mes parents m'ont renvoyé quelle image de moi? Après ça, ça pourrait être, bon, exemple, quelles sont les croyances rattachées à mon nom? Être un daigle, c'est être né pour un petit pain. Moi, être une doyon, ça venait avec être rond, avoir des problèmes de poids et être quelqu'un qui mange beaucoup de sucre. Mais être une Simoneau, le nom de ma mère, ben ça c'était quelqu'un de très émotif. C'est intéressant de prendre conscience de ça. Vraiment. Quelles sont mes croyances par rapport à la maternité? Moi, on m'a toujours dit qu'une bonne mère fait toujours. Une bonne mère ne ferait jamais. Oui. Ou un bon père, tu sais. Un bon père, c'est quoi l'image d'un bon père? Si mon père m'essayait de m'enseigner, qu'est-ce qu'un bon père, il me dirait quoi? Si ma mère essayait de m'enseigner, c'est quoi un bon père, elle me dirait quoi? J'aime ça. Dans ma tête, un bon père est toujours présent pour ses enfants, mais un bon père aussi, quand ça a des fils, ça les fait jouer au hockey. Puis, tu sais, des fois, ça peut venir de nos parents, ça peut venir de l'éducation, ça peut venir de la société. Oui, de tout ce qu'on a accumulé comme bagage, finalement. Mais justement, ça m'amène plus loin. J'adore l'idée d'en prendre conscience parce qu'effectivement, on dirait que tu en parles, puis déjà, il y a des choses qui me viennent, je m'en étais même pas rendu compte vraiment de façon consciente. Comment on peut réagir, on doit ou on devrait réagir si nous, justement, on décide que, je prends ton exemple, une doyon, ça fait pas nécessairement des grandes études, mais tu décides d'en faire, tu as acquis des certificats, peu importe des formations, tu as du succès et que ça te revient. Ah, ben on sait bien, elle est devenue prétentieuse, hein, elle a fait ça. Ou on sait bien. Parfois, c'est des commentaires. Des commentaires, justement, tu sais, qui essaient de nous ramener dans les anciennes croyances. Moi, honnêtement, j'ai eu un beau ménage à faire par rapport à ça avec ma mère. Parce que faut aussi avoir en tête que les croyances qu'on induit à nos enfants, parfois aussi, sont liées à des peurs. Une des peurs que ma mère avait, c'est que je sois prétentieuse. Moi, j'avais de la facilité à l'école et bon, ben après ça, oui, je suis devenue conférencière, j'ai développé une certaine aisance financière et ma mère, qui est décédée maintenant, avait régulièrement des petits messages, des petits commentaires, tu sais, puis que je sentais qu'elle n'était pas confortable avec ça. Moi, la première chose, c'est de se dire, OK, ces commentaires, ils parlent d'elle, ils ne parlent pas de moi. Il parle de ses croyances, de ses blessures, de ses inquiétudes. Il ne parle pas de qui je suis moi. Fait que parfois, il faut faire cette différence-là. Ensuite, je me suis questionnée un peu sur d'où est-ce que ça peut venir, ça. Et je lui ai simplement posé la question. Maman, quand tu me vois être conférencière, quand tu vois que j'ai du succès ou quand j'étais jeune et que j'avais de la facilité à l'école, qu'est-ce que ça vient chercher en toi? Tu as peur, tu as toujours eu peur qu'il arrive quoi? Et ça a sorti spontanément. J'ai eu peur que tu deviennes prétentieuse comme telle personne. Ah! C'est l'association qu'elle faisait, mais c'est bien parce qu'au final, ça n'avait absolument rien à voir précisément avec toi. Ben non, c'est ça.
Et là, tout à coup, je me suis rappelé que dans ma jeunesse, elle me disait souvent que je ressemblais à cette personne-là. Donc, il y avait un OK. lien qui se faisait. OK. Ouais. Et moi, je lui ai clairement dit, puis ça, vous pouvez le dire directement à la personne, mais vous pourriez aussi écrire une lettre à la personne que vous ne donnerez pas. Et je lui ai clairement, on n'est pas obligé de donner, mais on fait le travail pour nous. Moi, j'ai dit à ma mère, je dis, maman, je t'aime de tout mon cœur et je te serai loyale sur plusieurs des valeurs que tu m'as transmises. Mais je fais le choix de ne pas acheter cette croyance-là et cette valeur-là. Moi, je sais que je ne deviendrai pas prétentieuse et moi, je fais le choix parce que ma mère m'avait aussi beaucoup, tu sais, il ne faut pas que tu brilles, il ne faut pas que tu déranges. Si tu pas prendre trop de place. Ouais, si tu réussis trop, tu vas faire de l'ombre aux autres. Puis là, je dis, ben moi, je choisis de briller parce que même si je fais de l'ombre à certaines personnes, j'en inspire d'autres. Définitivement. Au niveau de l'argent, il y avait aussi ça... quelque chose au niveau, tu sais, elle m'inculquait la croyance que, ben, comme moi, mon rôle dans la vie, puis ça a toujours été clair, c'était d'aider le plus de gens possible. Ben, quand j'ai commencé à vivre un peu d'abondance, je me suis rendu compte que je m'auto-sabotais, puis je me suis demandé pourquoi. J'ai découvert mon espèce de croyance qui était les bonnes personnes. Les gens qui ont de l'argent ne sont pas des bonnes personnes. Mm-hmm. Donc, moi, je ne pouvais pas être à la fois une bonne personne et vivre dans l'abondance. J'ai aussi réabordé ça avec elle. Et je lui ai juste mis au jour cette croyance-là, puis je lui ai dit, ben, sais-tu quoi, maman? Je serai la preuve qu'on peut être quelqu'un de bon, de généreux et vivre dans l'abondance. Et moi, j'ai une maman extraordinaire qui a une capacité extraordinaire à se remettre en question et à faire « Ah oui, c'est vrai, c'est un peu moche ce que je t'ai appris, hein? Ben, je vais essayer d'apprendre autrement. » Ça, c'était ma maman qui avait cette capacité-là. Mais admettons que je n'aurais pas une maman aussi extraordinaire. Mais c'est ce que j'allais dire, parce que parfois, les gens, justement, sont tellement pris dans leurs propres croyances et dans leur peur qu'ils sont pas prêts à être remis en question. Et il faut, je pense, respecter ça aussi, parce que je veux dire, en parler, mais attendre le moment d'ouverture, parce que le but est pas non plus de confronter, parce que fort probablement que la personne le fait par amour, pour nous protéger, tout ça, et elle n'a pas nécessairement envie de se faire rentrer dedans et de savoir que les phrases qu'elle a dites ont été limitantes pour nous, là. Souvent, ces phrases-là qui sont dites dans la bienveillance quand même. Ma mère, lorsqu'elle me disait « on est né pour un petit pain », elle ne se disait pas « je veux briser ses rêves pour pas qu'il gagne d'argent ». Elle disait « je cherche à protéger mon fils pour pas qu'il vive d'échecs, pour pas qu'il soit déçu plus tard ». Donc, elle, ce qu'elle se disait, c'est cette phrase-là. Ça, où je veux y apprendre à apprécier ce qu'il a plutôt que de courir après quelque chose. Toujours viser autre chose. Mais c'est ça, c'est que si la personne n'est pas en mesure de l'entendre, si on pense que la personne, on risque de la blesser, c'est là où c'est intéressant d'écrire une lettre. Oui. Et de dire cher papa, tu m'as toujours dit telle chose, telle chose, telle chose, ou par tes actions, par telle action, telle action, telle action, ben tu m'as fait croire que. Ben, bien que j'accepte ou bien que j'accueille avec plaisir telle valeur, telle valeur, telle valeur que tu m'as transmise, cette croyance-là et celle-là, je fais le choix de ne pas les accepter. Et moi, je fais le choix à partir de maintenant de croire que X, Y, Z. Comment peut-on réagir si, je vais prendre l'exemple à table, ça revient si souvent, hein, manger, nos enfants mangent, tout ça, il y en a un qui redemande une portion ou il redemande une portion, puis là on entend un, ben voyons, t'es défoncé, tu manges donc bien, ben coudonc, t'as assez mangé. Parfois les gens veulent bien faire, mais s'immiscent un peu aussi dans notre rôle. On veut pas mettre la chicane. D'un autre côté, on veut quand même leur expliquer. Puis parfois, même l'enfant peut nous faire un retour à nous comme parents. Mon Dieu, est-ce que ça peut amener de l'anxiété? Est-ce que j'ai trop mangé? Pourquoi on m'a dit ça? Comment on peut agir dans ces situations-là sans mettre la chicane, mais quand même essayer d'expliquer que le commentaire était peut-être pas approprié dans notre famille? Bien, en fait, c'est sûr que je n'interviendrai pas sur les gens autour. Mais je trouve que c'est une formidable opportunité qu'on a le plus tôt possible d'apprendre à nos enfants justement la notion de croyance et de diversité. De dire, bien,
Peut-être que c'est cette personne-là, c'est sa façon de penser. Elle pense que. Moi, je pense que. Qui a raison, qui a tort? Je ne sais pas. Mais moi, ma croyance, c'est que. Mm. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Donc, ce qu'on vient développer, c'est l'espèce de jugement chez l'enfant. Au début, tu sais, jeune, c'est plus difficile. En petit enfant, c'est pas évident. Mais tu sais, je pense à quelqu'un qui m'écrivait justement dans le temps des fêtes où grand-maman, voulant bien faire, quand l'enfant n'a pas fait quelque chose, elle lui a dit « t'es méchant ». Le petit, à peu près 4 ans, ça le secoue beaucoup. Et là, après, à l'heure du coucher, il pleure puis il dit « Grand-maman m'a dit que j'étais méchant ». Mm. Maman ne sait pas trop comment réagir. Puis moi, ce que je disais, c'est juste dire à ton fils, toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que tu es réellement méchant? Est-ce que ça se peut que grand-maman, elle a dit que tu es méchant, mais dans le fond, ce qu'elle voulait dire, elle s'est un peu trompée, puis elle voulait dire, ce que tu as fait, c'est pas bien. Mhm. Tu sais quoi? Dans le temps où ta grand-mère était petite, les parents, ils disaient ça beaucoup aux enfants pour qu'ils écoutent. Pourquoi tu penses que grand-maman elle a dit ça? Peut-être qu'elle voulait juste que tu prennes conscience que ce n'était pas un bon comportement, que tu te replaces. Ouais. Donc, vraiment de ramener, mais j'aime ça leur montrer justement qu'il y a des différences de croyances parce qu'ils vont en côtoyer toute leur vie et dans leurs amitiés, amour, à l'école, peu importe. Donc, déjà de l'inculquer, surtout lorsque l'enfant, je pense, nous en reparle. Si jamais l'enfant nous en reparle pas, est-ce qu'on laisse faire et on attend? C'est ça. Si jamais la situation se répétait de façon constante, régulière, je veux dire, on avisera, mais sinon, on laisse passer. Et j'aimerais là, vraiment, parce que le temps file, qu'on termine avec l'intuition parentale. On parle beaucoup des croyances qui nous ont été inculquées par nos parents, mais maintenant, on le sait, on écoute des balados, on va sur le web, on essaie de s'instruire par les livres, par vos capsules, par des formations, on va chercher beaucoup, beaucoup d'informations. Mais jusqu'où aussi il faut se reconnecter avec nous-mêmes et écouter notre intuition, notre gros bon sens, justement, nos croyances, nos valeurs de parents envers notre enfant, parce qu'au final, on est la personne qui le connaît le mieux. Moi, je dirais, le gros bon sens, c'est le thème de mon premier livre, Parents gros bon sens. Moi, je trouve que la clé, c'est l'observation. Parce que toutes les stratégies que tous les intervenants on donne, il n'y a aucune des stratégies qui s'adapte à tous les enfants, à toutes circonstances, à tout âge. Donc, premièrement, faire le deuil de la recette. Vous ne le trouverez pas, le mode d'emploi, ça n'existe pas. De savoir que toutes les étapes, puis on fait ça, puis ça va régler tout. Ça n'arrivera pas. Mais si jamais ça réussit avec votre enfant, votre premier enfant, ça ne marchera pas avec le deuxième et le troisième. Je confirme. L'idéal, c'est d'en avoir juste un. Oui, c'est ça. Mais ça, c'est confrontant, justement, parce qu'on pense parfois avoir touché quelque chose ou une méthode, que ce soit avec le sommeil, l'endormissement, peu importe. Puis là, d'un enfant à l'autre, on se dit, oh mon Dieu, celui-là, je l'ai brisé. Ça fonctionne pas. Mais la clé, c'est vraiment l'observation. Justement, dans mon bouquin Parents gros bon sens, j'ai développé une espèce de petit trou avec 4 étapes où je dis, on va commencer par observer. À la base, mon enfant, il y a quoi comme tempérament? Il y a quoi comme type de personnalité? C'est un enfant introverti, extraverti, curieux, intello, sportif. Donc, à la base, c'est quoi le type d'enfant que j'ai là? Les comportements que je vois arriver, ils arrivent plus quand, ils arrivent moins quand? Est-ce qu'il y a eu un début à ça? Est-ce qu'il fait la même chose avec papa qu'avec maman? Donc, on va prendre le temps d'observer, puis des fois, prendre une feuille et un crayon sans parler en équipe parentale. Toi, tu observes quoi? Comment tu vois ça? Ah, ouais. Souvent, on ne voit pas les mêmes choses du tout. C'est de prendre du recul par rapport à la situation. Puis après ça, on laisse mijoter à feu doux. Parce qu'après ça, on se dit, OK, à la lumière de toutes ces observations-là, à mon avis, pourquoi? Qu'est-ce que mon enfant gagne par ce comportement-là? Qu'est-ce qui fuit avec ce comportement-là? À quels besoins ça pourrait peut-être répondre? Est-ce qu'il y a une charge émotive? Est-ce qu'il y a des croyances, justement? Et là, on laisse mijoter à feu doux, puis on se pose la question. C'est quoi nos hypothèses sur les pourquoi, les causes?
Et après, là, on ira vers les petites recettes. Quand je me suis questionnée, puis que je me suis dit, ouais, moi, j'ai l'impression que quand Samuel, ses cornes poussent, ben le connaissant, c'est un enfant qui a beaucoup d'énergie, il a du gaz d'avion. Moi, j'ai l'impression, tu sais, je l'observe, là, puis les cornes poussent, puis il se met à faire des bêtises. Souvent, tu sais, quand ça fait longtemps qu'on lui demande d'être calme, moi, je pense qu'il a besoin de bouger plus. Peut-être que pour lui, de longues périodes d'attention, c'est pas possible. Donc, fragmentons l'horaire ou faisons autre chose. Exact. Ou assurons-nous de lui faire dépenser son énergie juste avant les moments où ils doivent être, admettons, juste avant le repas, par exemple. On donnait l'exemple du repas. Oui. Après ça, j'ai Noémie. Noémie, elle, je l'observe, puis quand est-ce qu'elle fait des chichis au repas? Quand est-ce qu'elle ne veut pas manger? Oui, elle, là, suite à mes observations, là, on pense que c'est de la recherche d'attention. On pense qu'elle, à l'heure du repas, ne pas vouloir manger, c'est sa façon de récupérer l'attention sur elle. Bon, ben écoute, on va peut-être lui donner plus d'attention quand elle mange, puis moins quand elle ne mange pas. Puis Simone, elle, ben, à force de l'observer, puis questionner, puis peut-être questionner la garderie, bien, Christy, elle mange énormément à la garderie, puis là, ben, tu sais, ben, peut-être qu'elle n'a pas faim le soir. Peut-être que quand elle arrive, elle a comblé tous ses besoins alimentaires. On peut dire qu'au final, l'idée de prendre du recul, que ce soit par rapport à nous-mêmes, par rapport à nos croyances, prendre le temps de noter, j'aimais beaucoup ça parce qu'on a nous aussi des phrases qui sont cachées dans notre tête et même par rapport à nos enfants, lorsqu'il arrive un comportement, prendre le temps de prendre du recul, observer, en discuter pour ensuite agir, eh bien, ça nous permettra de faire des interventions probablement plus ciblées et pour nous aussi de mieux nous comprendre et de pouvoir agir donc sur la famille à plus long terme. Merci beaucoup, Nancy et Martin. On l'a vu, nos croyances, notre vécu viennent influencer l'éducation que l'on porte à nos enfants. Il y a un courant en ce moment vraiment de retour aux sources, de retour à la base. Pourquoi ne pas porter peut-être un regard plus lucide envers notre planète, envers la nature, elle qui, on le sait, se porte plutôt mal en ce moment. Alors, ça m'a amené dans mes recherches à découvrir l'éco-éducation sensible. Je veux en discuter aujourd'hui avec la fondatrice de La Mère Nature et une pionnière en éco-éducation sensible au Québec, Julie Filiatro. Bonjour, Julie. Bonjour. Donc, le mandat, si on veut, la mission de la Mère Nature est de soigner, réconcilier, réenchanter en réanimant, si on veut, nos liens avec la nature. On s'entend, ce n'est pas une mince tâche. Comment tu t'y prends? C'est une très grande question. Ce que je crois fondamentalement, en fait, c'est que là, ce qui nous a menés à cette situation sur la Terre, en fait, la crise climatique, l'urgence climatique, les grands bouleversements qui sont en train de se passer du point de vue de la nature. Je crois fondamentalement que c'est les liens, en fait, qui se sont brisés entre nous et elle. Donc, je pense que l'approche, c'est vraiment, on doit aller resoigner, on doit soigner ces liens-là, réconcilier nos liens entre nous aussi, avec les humains, avec les autres êtres vivants, avec les autres peuples, avec la nature, puis dans un objectif de réenchanter tout ça, puis que tout ça, ça redevienne harmonieux. Alors, un long chemin de bataille, d'expérience qui m'ont mené là. Aujourd'hui, la mission, c'est vraiment d'avoir, j'ose dire, faire ma part à transformer le paradigme en ce moment. Faire ma part pour changer les choses, changer le monde pour les enfants d'aujourd'hui puis tous ceux qui s'en viennent. Ouais. Ouais. Mais on le sait, les enfants, ce sont notre avenir. Donc, en quoi c'est fondamental de tenter de les connecter ou du moins de maintenir cette connexion? Parce qu'on dirait qu'en eux, ça vient de soi, d'être près de la terre, de toucher les choses, de se soucier quand même du monde qui les entoure. Donc, en quoi c'est fondamental comme parents de nourrir ce lien-là pour nos tout-petits? Bien, en fait, c'est fondamental pour tout le monde. C'est fondamental peut-être premièrement pour nous, les adultes qui accompagnons les enfants. Les humains, c'est des animaux, Puis les animaux, on est des animaux parmi les autres animaux de la Terre dans un écosystème. La Terre, c'est un grand écosystème. Pourquoi les enfants auraient besoin de se reconnecter à ça ou pourquoi nous, on aurait besoin de se reconnecter à la nature? Tout simplement parce que c'est de là qu'on est issus.
on fait partie de la nature. La nature n'est pas à l'extérieur de nous. On fait vraiment partie d'un écosystème dans lequel on est censé avoir un rôle à jouer. Dans un écosystème, par exemple, une forêt ou un étang, chaque partie, si on parle d'un étang, on va avoir la grenouille, l'algue, le poisson, l'eau, le raton laveur, l'arbre. Ils ont tous un rôle à jouer. C'est la même chose pour nous dans la nature. Les enfants ont leur place inhérente dans la nature parce qu'on est la nature. Ça serait la réponse courte. Oui, non, mais je trouve ça vraiment intéressant. Puis, on a tendance, en tout cas, je parle pour moi, à l'oublier peut-être en vieillissant, que justement, tout est interconnecté et la nature nous permet de vivre, de respirer, de nous nourrir et qu'on doit donc reconnecter ce lien-là avec la nature, mais aussi, tu disais, on est des animaux, ce lien-là avec les autres également, Oui. s'assurer de bien connecter, de se réconcilier dans cette vie-là du tous ensemble. Et comment, d'ailleurs, en tant que parent, on peut amener peut-être l'idée de l'éco-éducation sensible, comment on peut apprendre de ce sujet pour justement se reconnecter et le transmettre à nos enfants? Bien, en fait, l'éco-éducation, déjà, c'est une éducation éco, ça veut dire habitat, ça veut dire notre environnement. Donc, c'est une éducation qui prend à cœur, en son centre, notre habitat premier qui est notre terre. Et la sensibilité, si on cherche dans le dictionnaire, la sensibilité, c'est la capacité d'un organe ou d'un être vivant à s'adapter aux modifications de son milieu. Déjà, avec cette vision-là, où on met ça ensemble, puis on dit, bien là, on veut avoir une approche envers les enfants qui va être non seulement centrée avec en son cœur la nature, parce que c'est notre habitat premier, puis c'est notre maison, c'est notre grande maison, mais aussi s'adapter, en fait, s'adapter aux modifications de notre environnement. Et cette sensibilité-là prend plusieurs formes. Déjà, à la base du développement humain, pour les tout-petits, la sensibilité permet les connexions neuronales. Fait que ça, déjà, à un premier niveau, on a ça. Mais on a aussi la sensibilité qu'on va pouvoir développer dans notre famille, avec les enfants, à tous les niveaux. La sensibilité du corps par les sens qui vont aider ces connexions neuronales-là. La sensibilité émotionnelle. C'est drôle comment il y a beaucoup d'enfants dans cette génération-là qui ont des hypersensibilités. Moi, je crois que la sensibilité, en fait, c'est quelque chose qu'on a beaucoup exclu de nos systèmes. Et c'est quelque chose qui est, je crois, le chaînon manquant en ce moment de qu'est-ce qui se passe en éducation. Par la sensibilité, en retournant dans la sensibilité, dans le ralentir, simplifier, prendre le temps, s'émerveiller, se relier à ce qui est là autour de nous. Comment on peut se reconnecter à la nature si on n'est pas relié à elle? Dans un écosystème, qu'est-ce qui est caractéristique? C'est la quantité de relations. Plus il y a d'interrelations entre les participants d'un écosystème, puis plus l'écosystème va être sain. Donc, dans notre famille, on va vouloir augmenter les interrelations qu'on a envers nos enfants, envers nos voisins, envers les plantes qui sont sur notre terrain, entre nous. Fait que ce serait vraiment ça le chemin à prendre. Oui. Donc, au final, tu as un peu répondu à ma prochaine question où j'allais dire comment, en tant que parent, on peut avoir des moyens concrets, mais je pense que tu l'as bien dit, à ralentir, s'émerveiller, prendre le temps, chose qu'on ne fait plus, ou en tout cas, je trouve que ça revient beaucoup d'actualité, justement, prendre le temps. On en a parlé dans un épisode précédent avec une autrice qui nous dit qu'elle est une fleuriste du cœur. Donc, elle invite déjà les enfants en bas âge à avoir des moments de gratitude, des moments simplement pour poser le regard sur quelque chose. Je trouve que c'est vraiment en lien, justement, avec ce que tu proposes. Et l'hypersensibilité, c'est un sujet, on en a traité également dans un autre épisode. Mm-hmm. De plus en plus d'enfants sont hypersensibles, mais est-ce que justement, pour tenter d'aider le fait d'accueillir cette sensibilité-là et de reconnecter l'enfant à la nature, mais aussi à ses contacts, que ce soit la famille élargie ou à l'aider dans ses connexions avec ses amis, est-ce que ça pourrait être une façon d'aider justement notre enfant? Absolument, mais la sensibilité, en réalité, c'est notre capacité d'entrer en relation avec ce monde-là qui est autour de nous. Que ça soit à l'intérieur, autour de nous, notre famille, les animaux, les plantes, à tous les niveaux, nos voisins. C'est vraiment ça qu'il faut faire. L'hypersensibilité, c'est drôle parce que c'est relié aussi au réflexe primitif dans le cerveau, d'un côté neuroscientifique. Moi, j'ai aussi ce bagage-là en arrière. La mère nature, c'est aussi la neuroscience et l'approche koala. Donc,
les enfants qui ont de l'hypersensibilité, souvent, ont besoin justement d'être dans leur sens, ont besoin de vivre davantage d'expériences. Hein? En famille, c'est vraiment ça. On va vouloir créer des occasions d'expérience. Plus des expériences que des explications, finalement. On a vraiment besoin, comme animal dans la nature, d'expérimenter cette nature-là qui est notre maison. La terre, la boue, l'air, le vent, le soleil, le froid, le chaud, tout ça, notre corps s'attend à ça en tant qu'animal. Il s'attend à rencontrer ça dans ses expériences. Puis quand on prive l'enfant de ces expériences-là, on voit apparaître des hypersensibilités. C'est une des raisons, en tout cas. Oui. Mais ça me parle beaucoup parce que justement, souvent, en tant que parent, on est beaucoup dans notre tête, hein, dans ce qui est bon, mauvais, juste, bien, mal, peu importe. Là, on a tous nos propres schémas, mais j'aime bien l'idée que l'enfant a besoin de vivre une foule d'expériences. Puis c'est sûr qu'en tant que parent, lorsqu'il revient plein de boue de l'extérieur, on se dit « Oh mon Dieu! » Oui, ça fait du lavage, c'est vrai, mais en même temps, ça fait aussi partie du développement. Puis au lieu de le voir peut-être avec des lunettes, disons, un peu plus négatives, il faudrait peut-être l'approcher comme, de la découverte, de l'expérimentation, une façon pour lui de se connecter davantage et de grandir. Absolument. Bien, dans l'écoéducation sensible, il y a les deux voies. Il y a l'écoéducation, qui est cette éducation-là par la nature où on va vouloir ramener dans notre quotidien la présence de la boue, par exemple, puis de la saleté, où est-ce que l'enfant va faire des expériences, il va jouer dehors, il va revenir, il va peut-être être un petit peu sale. Mais il y a aussi l'approche, dans la portion de sensibilité, il y a aussi cette approche-là neuronale, en fait, qui vient valider vraiment pourquoi, en fait, qu'on voudrait permettre à notre enfant, par exemple, de se salir dehors en jouant dans la boue. C'est aussi parce que ça permet à son cerveau de se développer, tout simplement. Plus l'enfant va vivre de stimulation sensorielle et de mouvement, plus son cerveau va se développer. Ça se fait à travers la sensibilité, à travers ses sens qui rencontrent le monde, ce qui touche, ce qui sent. Puis la nature, elle offre jamais deux fois la même chose. Hein. Quand on sort dehors, c'est jamais deux fois pareil. La brochette de sensations est unique à tous les jours. La température, la lumière, les textures, les couleurs, les odeurs. Tout ce qui va se passer quand on est dehors, c'est jamais deux fois pareil. Notre cerveau adore ça. Par contre, quand on est dans la maison, moi, j'aime bien le terme boîte d'isolation sensorielle. Quand on est à l'intérieur, c'est le contraire, en fait. On vient priver nos sens de stimulation parce que c'est confortable, c'est douillet, c'est propre, c'est lisse. Il y a très peu de choses, en fait, qui viennent vraiment nourrir notre cerveau profondément. Fait qu'en tant que parent, juste de comprendre ça, en fait, de voir que, ben oui, quand notre enfant joue dehors, se salit, prend des risques, ressent des choses, ressent la température, sort dehors quand il y a de la pluie, c'est là que ces connexions neuronales se font dans son cerveau. C'est ces connexions neuronales-là qui vont permettre après d'être plus en mesure de se connecter aux autres aussi, d'avoir plus de conscience, d'avoir plus de sécurité intérieure. Mm-hmm. Ouais. Et de sécurité intérieure, Dieu sait à quel point c'est important. Donc, vraiment de le nourrir de plein de façons. Et en terminant, je pense que les bienfaits, on vient de les nommer, ils sont nombreux. Mais est-ce que c'est une approche qui est de plus en plus en demande au Québec? Toi qui baigne, si on veut, dans cet univers depuis un moment déjà, est-ce que tu sens qu'il y a plus d'ouverture, qu'il y a plus de demandes envers l'écoéducation sensible? L'écoéducation sensible, c'est vraiment quelque chose que j'ai créé. L'écoéducation par la nature, c'est quelque chose qui est plus connu, qui est arrivé au Québec peut-être en 2018-2019 de façon progressive. Pendant vraiment longtemps, on n'avait pas encore ça. Moi, j'ai fait ça fait vraiment longtemps que je développe l'écoéducation par la nature. L'écoéducation sensible, en fait, c'est une branche avancée et enrichie de l'écoéducation par la nature. Fait que l'écoéducation par la nature, c'est comme, on pourrait dire, le premier grand niveau qui est très riche et très précieux, en fait, de comment on va décider de remettre les enfants dans la nature. On va décider, nous aussi, de se remettre dans la nature et de se relier aux saisons, à la température, à la météo, aux animaux, aux plantes, tout ça. En rajoutant l'écoéducation sensible, ça, ben, c'est de l'amener vraiment à un niveau beaucoup plus engagé d'un point de vue social, d'un point de vue politique même. Ça l'amène à un niveau où est-ce que aussi, pour la première fois de l'histoire, je crois, on vient joindre la nature et la neuroscience ensemble pour prendre soin des tout-petits. Fait que ça, c'est vraiment ça la mission. Est-ce que c'est de plus en plus en demande? Ben,
j'offre des services par l'approche Koala, qui est un service que j'ai développé ou c'est la portion un petit peu plus neurosciences. Oui, absolument. Il y a plein de gens qui ont besoin. Les enfants vivent des difficultés. Les parents cherchent des réponses. On a beaucoup d'enfants, beaucoup d'adultes aussi, là, mais beaucoup d'enfants qui ont de l'anxiété, justement, des hypersensibilités, des diagnostics de toutes sortes. Est-ce que c'est quelque chose qu'on a besoin de rajouter de la sensibilité dans nos vies, dans notre quotidien, entre nous, dans nos familles, dans nos milieux de travail, envers nos enfants? Absolument. Si la sensibilité, c'est la capacité de s'adapter aux modifications de notre milieu et qu'on considère qu'on est bien dans la 6e extinction de masse en ce moment sur la Terre, où 200 espèces par jour disparaissent, je crois bien qu'on a manqué de sensibilité en quelque part. Ah ouais, c'est clair. Merci, Julie, pour ton travail, pour tes démarches. J'adore l'idée aussi que la science vient se jumeler à la nature. Je pense que ça amène, en fait, tout ça encore plus loin. J'invite donc les gens à découvrir la mère nature. Également, on a parlé de l'approche Koala, donc les gens pourront découvrir ton travail. Alors, merci pour tes recherches, merci pour ton approche, en espérant que justement, on s'ouvre davantage à la sensibilité et qu'on ait la chance peut-être de se reparler dans une prochaine saison pour aller encore plus en profondeur, parce que je pense que ce sujet pourrait faire vraiment l'office de sujet principal d'une émission entière, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à aller chercher là-dedans. J'aime beaucoup l'idée de la sensibilité, de la connexion aux autres et tout ça. Alors, merci d'avoir été là. La transmission des croyances, on vient de le voir, ça peut clairement nous laisser un biais sur notre potentiel, sur qui on a l'impression d'être, sur notre vision des choses. Alors, je trouvais essentiel dans ce segment coup de cœur d'aborder la vision que l'on a en tant que parent de notre corps, comme papa, comme maman. Quelle est notre propre vision de notre corps? Comment ça peut influencer également les commentaires qu'on va faire au quotidien, ne serait-ce qu'en écoutant la télévision ou en lien avec nos enfants? Alors, j'en discute aujourd'hui avec Marie-Michèle Ricard, qui est psychoéducatrice, psychothérapeute, autrice, à propos de tout ce qui a trait à une relation saine avec notre corps. Bonjour Marie-Michèle. Allô Maggie. Dis-moi, comme parent, là, clairement, hein, parfois on se regarde dans le miroir puis on se dit « Ah, c'est une bonne journée », des fois c'est moins des bonnes journées. La relation, j'imagine, que l'on cultive avec notre propre corps peut avoir des impacts sur celle de notre enfant, sur la façon dont il va se voir dans l'avenir. Absolument, tu as bien raison. Puis c'est pour ça que c'est important d'en parler, parce que des fois, on peut penser à tort en tant que parent, c'est important l'image corporelle de notre enfant, mais la base, c'est effectivement notre propre image corporelle, donc celle du parent. Puis effectivement, ça a un impact. Alors, le parent qui a une image corporelle qui est plutôt négative par différentes manifestations, mais ça va avoir un impact sur le développement de l'image corporelle de leurs enfants. Oui. J'imagine, même si nos enfants sont petits, c'est un aspect à ne pas négliger. Crois-tu qu'ils sont davantage observateurs que l'impression qu'on peut avoir? Par exemple, si moi, je suis au régime et je mange pas la même chose que la famille, par exemple, la soirée des pâtes, ben moi, j'en mange pas. Ou si je calcule mes portions, si je fais beaucoup référence aux calories, est-ce que ça peut déjà avoir une incidence sur notre enfant, même en bas âge? Ah oui, définitivement. Je te dirais que tes exemples sont parfaits. C'est exactement ça. Et quand on parle de bas âge, là, on parle de la petite enfance. L'insatisfaction corporelle s'exprime à partir de 4 ans environ. C'est là qu'on commence à l'observer. Fait que c'est vraiment tôt. Alors, c'est-à-dire à quel point ça commence dès le début, finalement. Alors, tous les comportements alimentaires et les comportements face à l'image corporelle du parent sont tout le temps importants. On le dit, hein, il faut que les bottines suivent les babines, justement. Hein, un maire très connu qui disait ça. Mais comment faire, justement, si en tant que parent, on n'est pas satisfait de notre image corporelle, mais qu'on ne veut pas nécessairement transmettre ça à nos enfants? Est-ce qu'il y a des trucs, des outils? Comment on peut faire? Bien, en fait, oui, il y en a, mais c'est important de ne pas comme sauter par-dessus l'étape de faire son propre travail par rapport à son image corporelle. Puis ça, c'est comme le bout de plate que je dis tout le temps. Quand les gens viennent nous voir, c'est comme « Ah, c'est pas tant ça que je voulais entendre, là. Je voulais que tu me dises
sais, je le sais que j'ai mes enjeux, ça me tente pas trop de les travailler, c'est pas quelque chose où je le sens pas nécessaire à travailler, mais je suis consciente, par exemple, de l'impact que ça peut avoir sur mon enfant, puis c'est ça que je veux pas. Fait que dis-moi comment ne pas avoir d'impact. Ben non. Non, Ça hein. fonctionne. Ben non, justement, on ne peut pas sauter par-dessus cette étape-là. Puis tantôt, tu disais, tu sais, ça se peut-tu que les enfants, dans le fond, ils reçoivent, tu sais, c'est comme des éponges, ils sont très observateurs. Puis la réponse, c'est oui. Tu sais, on peut malheureusement pas s'asseoir sur, ben je vais leur dire, tu sais, mes paroles vont être les bonnes, je vais le nommer que c'est important, mais moi, par exemple, j'en mangerai pas de pâtes. Ben non, ça ne marchera pas. Ils vont Ouais. entendre le message verbal, oui, il va être entendu, mais les actions sont vraiment importantes. Je pense qu'il faut tout simplement se rappeler, tu sais, le mot-clé en tant que parent, c'est qu'on est un modèle. Alors, j'incarne quelque chose d'important et je montre à mon enfant comment faire, pourquoi le faire, quoi faire. J'avoue que c'est une réponse probablement qu'on n'a pas envie d'entendre comme parents, qu'il faut regarder peut-être à l'intérieur de soi quelles sont nos propres croyances limitantes ou nos propres petits démons en lien avec notre apparence, en lien avec notre vision de nous-mêmes qui est souvent très, très différente que celle que les autres ont de nous-mêmes. Donc, ça part de nous à la base, je pense, de s'accepter, d'être heureux, d'être bien dans notre corps. Clairement, ça va transparaître pour nos enfants. Mais j'aimerais que tu nous parles comment aborder quand même ces questions-là avec nos enfants en bas âge. Bon, lorsqu'on parle d'acceptation corporelle, souvent on va penser au poids, mais je regarde moi chez moi, ma fille, ses cheveux, c'est très long à pousser. Elle a 5 ans et ses cheveux, là, c'est un peu plus long, mais étaient relativement courts. Donc, elle, c'était un enjeu pour elle par rapport aux petites filles de la garderie qui avaient de beaux grands cheveux longs. Ça peut être des fois la taille, être le plus petit ou le plus grand, ça peut amener des enjeux. Comment on discute de ça avec nos enfants? Oui. Bien, avant de répondre à ta question, là, je veux juste peut-être rassurer sur un élément. Tantôt, quand on parlait justement que, bon, bien, ça parle du parent, les enjeux du parent, c'est important de s'accepter. Il ne faut pas non plus conclure que, OK, fait que pour aider mon enfant, il faut que je m'aime à 100% tout le temps, puis il faut que mon image corporelle soit 100% positive. C'est pas ça. C'est pas ça le message. C'est Faire un impossible travail, aussi, non? ben, exactement. C'est impossible pour personne. Fait que le message, pour avoir une image corporelle qui est saine, ça ne veut pas dire s'aimer de façon inconditionnelle 100% du temps. Par contre, ça veut quand même dire d'avoir des comportements, des manifestations qui répondent à mes besoins corporels. C'est ça qui va m'amener à répondre à ta deuxième question. Donc, comment est-ce qu'on fait avec les enfants? Mais en fait, c'est de toujours les ramener à la base. Puis la base, c'est tu as ton corps. C'est le tien. C'est à personne d'autre, puis il est unique. Fait que tes cheveux, là, ça se peut que tu sois déçu parce qu'ils ne poussent pas assez vite, puis ça se peut que ce que tu aimerais, c'est que tes cheveux soient plus longs. Puis ça, c'est correct, puis on peut se donner un espace pour vivre ça. Puis en même temps, ça va être important d'aller voir que, mais toi, par exemple, ton corps, c'est avec cette longueur-là pour le moment, puisqu'on sait que ça va quand même s'allonger, puis que c'est peut-être plus long à pousser, puis c'est bien correct. Puis là, on va se permettre après d'aller voir, mais dis-moi, par exemple, je pense qu'il y a quelque chose que tu aimes beaucoup de ton corps. Puis là, j'aimerais ça t'entendre. Fait qu'on donne un espace pour voir, pour entendre, de discuter quelque chose qui nous déplaît, mais on va quand même donner un espace pour aller parler des choses qui nous plaisent de notre corps. Oui. Et j'imagine, il faut accueillir aussi l'émotion, le fait de dire, de banaliser, par exemple, bon, c'est rien que des cheveux. J'imagine que c'est pas la bonne approche non plus. Bien, ça ne fonctionnera pas. Non, ce n'est pas la bonne approche. Puis dans le fond, tu l'as nommé, c'est de l'invalidation. L'enfant, c'est ce qu'il vit. Fait que peut-être que dans nos yeux de parents, on a le goût de dire, mais voyons donc. mais c'est ça que l'enfant vit. Alors, c'est important pour lui. Puis de tomber dans, ben voyons, c'est quand même pas si pire que ça. Ben en fait, on ne répond pas au message. On ne répond pas au besoin qui est véhiculé. Fait que je pense que oui, c'est important de pouvoir en parler, de pouvoir accueillir ce qui est vécu. Puis, tu sais, tantôt, je disais d'aller voir qu'est-ce qu'on aime de notre corps. Ce n'est pas seulement l'apparence, parce qu'un corps, c'est vivant, cette machine-là. On fait des affaires. Fait que c'est là où le modèle, le parent, va vouloir aussi faire des choses avec l'enfant. Viens, on va aller faire un bonhomme de neige à l'extérieur. Viens, on va cuisiner. Viens, on s'en va nager. Puis là, on va vraiment mettre l'emphase sur dis-moi quelle partie de ton corps tu t'es servi aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as aimé? Qu'est-ce qu'on pourrait travailler davantage? Qu'est-ce que tu ne connais pas? Y a-t-il des choses que tu n'es pas capable de faire encore puis qu'on pourrait comme développer ensemble? Fait qu'on fait des jeux. Fait que
Tu sais, l'image corporelle, c'est pas la beauté. Non. Ça fait partie d'eux, mais c'est beaucoup plus que ça. Puis c'est ça qu'on veut inculquer à nos enfants. Ouais. J'aime ça, l'idée justement d'aller plus loin, d'aller au-delà de l'apparence comme telle, mais de montrer la puissance, à quel point notre corps est notre outil probablement le plus précieux. Hein? C'est grâce à lui qu'on arrive à faire plein de choses. Donc, d'amener cet aspect-là autrement, j'aime beaucoup ça pour ouvrir la discussion avec nos enfants au-delà justement de l'apparence. Mais si on revient inévitablement au poids, on le sait, les diètes, c'est proscrit maintenant, c'est même décrié partout. Mais comment agir en tant que parent si on voit, par exemple, l'idée de peser notre enfant n'est pas nécessairement une bonne idée, mais en même temps, lorsqu'ils viennent au monde, qu'est-ce qu'on fait? On les pèse, puis on évalue leur percentile. Hein? On les met sur une courbe. Ils sont plus grands en dessous de la courbe, dans la courbe. Puis à chaque fois, là, on valide ça. Puis même le fameux IMC, hein? Lorsque c'est un petit peu trop... Alors, je trouve ça difficile parfois comme parent de savoir où se situer là-dedans parce qu'on ne veut pas inculquer la notion de régime, de manger des cochonneries, les calories, mais en même temps, à partir de la naissance, on les mesure, on les pèse, on les évalue. Donc, comment bien vivre là-dedans? Bien, en fait, ce que j'aimerais dire, c'est que c'est pas nous autres qui les pèsent quand ils naissent. Non. Fait que, tu sais, je pense que l'important, ça serait de laisser aux professionnels qualifiés la tâche de s'occuper de la courbe de croissance. Puis oui, ils sont pesés quand ils sont naissants. Puis oui, il faut s'assurer qu'il n'y a pas de maladie. Mais après, le médecin, ce n'est pas sa seule mesure. Puis de plus en plus, on va commencer à délaisser l'IMC pour vraiment aller chercher des évaluations qui sont autres, des mesures qui sont autres. Après ça, le parent, ce n'est pas sa job de peser son enfant. Sa job, là, aux parents, c'est d'aimer son enfant, première des choses, de travailler son lien d'attachement. Puis par rapport au corps, c'est de lui montrer et de lui enseigner que son corps lui parle. Tu parlais d'outils tantôt, tu nommes la phrase que j'adore, que je nomme tout le temps, puis qui doit figurer dans tous mes livres, qui est « ton corps est ton outil le plus précieux ». Sauf que souvent, en tant que parent, ça fait des années qu'on a déconnecté des fois, puis qu'on ne l'écoute plus, ce corps-là. Qu'est-ce qu'il me dit? Je ne suis pas trop sûre. Qu'est-ce que je fais avec ça? Mais en tant que parent, c'est ça notre job avec notre enfant. Qu'est-ce qu'il dit ton corps? Puis ça, c'est pas seulement avec l'alimentation, c'est avec le dodo aussi. Avec exactement. La fatigue, hein? Combien de fois, même nous, en tant que parents, on est épuisés. Mais bon, dans l'horaire, on a un rendez-vous. Dans l'horaire, on doit faire ci, faire ça. Mais on se déconnecte donc de notre besoin vital, hein, de dormir, de manger. Donc là, il faut arriver, j'aime ça, à initier ce dialogue-là avec l'enfant pour dire qu'est-ce qui te dit ton corps. J'aime ça. Exactement. Puis si on fait un lien avec le modèle de tantôt, le parent, avec lui-même, pourrait justement nommer « Ah, je suis fatiguée, je le sens dans mon corps, là, mes épaules sont lourdes, je vais aller me reposer. » Juste d'entendre ça, on est en train d'envoyer un super message de modèle. Mon corps me parle, je suis capable de saisir son message, puis je l'écoute en lui offrant exactement ce qu'il demande. Puis là, on va faire la même chose avec l'enfant, que ça soit la fatigue, la faim, la satiété, la douleur, un besoin de câlin. On va souvent, on ne veut pas tomber dans les extrêmes, c'est pas tout le temps faire le lien tout le temps, mais le plus souvent possible, essayer justement de dire pour vrai, hein, c'est ça qui se passe, dis-moi comment tu le sens dans ton corps. Qu'est-ce qu'il te dit? Puis on peut même utiliser le corps à la troisième personne. Qu'est-ce qu'il te dit ton corps? Ah oui, il t'a dit ça. Comment qu'on pourrait lui répondre? Bon, parfait, viens-t'en, on s'en va le faire. Ah, j'aime ça. Et peut-être même l'amener justement, dans des aspects très positifs, même en lien peut-être avec l'énergie. Hein? Des fois, ils sont un petit peu plus, disons, turbulents ou énergiques à des moments qui, bon, pour nous, ne sont pas toujours nécessairement appropriés. Mais ça peut être intéressant de le dire. Qu'est-ce que tu ressens dans ton corps? Là? Tu sens là, vraiment un besoin de bouger? Bon, ben viens, on va y aller X période, puis ensuite, on va ailleurs. Ah, j'aime bien ça. Donc, reconnecter vraiment avec tout ça. Et en terminant rapidement, on l'a dit, donc l'insatisfaction corporelle peut apparaître dès l'âge de 4 ans. Qu'est-ce qu'on fait si en tant que parent, vers 4, 5, 6, 7, 8 ans, on voit que nos enfants semblent avoir un trouble lié avec l'alimentation, que ce soit au niveau de la compulsion ou que ce soit au niveau justement des repas, qu'on se questionne par rapport à ça, qu'est-ce qu'on peut faire?
Bien là, il y a comme 2 phases importantes. Je pensais que ta question était centrée beaucoup plus, mettons, sur l'insatisfaction corporelle. Fait que j'aimerais ça répondre aux 2. Fait que je vais y aller rapidement. Là. Mettons qu'on observe que notre enfant manifeste des insatisfactions corporelles, notre base va tout le temps être la même. Alors, on ramène à ton corps, c'est ton corps. On enseigne la diversité corporelle, que tous les corps sont différents, que tous les corps sont corrects, que l'important, c'est d'écouter notre corps, qu'on a le droit de ne pas s'aimer puis de se trouver beau, puis c'est bien correct. Puis à d'autres moments, c'est important d'aller voir là, tout ce qu'on a dit tantôt, là, autant les parties qu'on aime, mais les parties aussi qui nous servent à faire des choses. Maintenant, si on observe des comportements alimentaires qui sont beaucoup plus problématiques, qu'on soupçonne un trouble alimentaire, c'est vraiment important de ne pas rester seul. Ce n'est pas la job du parent de guérir le trouble alimentaire de son enfant. Alors, peu importe les soupçons, les inquiétudes, c'est important d'aller consulter des professionnels qui sont spécialisés en la matière. Alors, je pense aux médecins, aux nutritionnistes, aux psychologues, aux psychoéducatrices qui ont une spécialisation au niveau des comportements alimentaires problématiques. S'il n'y en a pas de trouble alimentaire, tant mieux, mais peut-être qu'on va pouvoir justement adresser c'est quoi les comportements alimentaires qui sont plus inquiétants, puis comment revenir à une base plus régulière. Et si on en observe un trouble alimentaire, bien, définitivement, on va avoir besoin d'aide multidisciplinaire. Mais j'imagine qu'il n'est jamais trop tôt pour justement le diagnostiquer afin d'aider notre enfant et de l'amener tranquillement à guérir là-dedans. Exactement. Puis je dirais, il ne faut même pas attendre, en fait. On ne veut pas attendre que le trouble alimentaire soit présent parce que le trouble alimentaire, il faut se rappeler que c'est un trouble de santé mentale. C'est des racines qui vont s'incruster. Et plus longtemps on attend, bien, habituellement, plus long ça va être. Alors, plus tôt on consulte, mieux c'est. Puis tant mieux si on n'est même pas dans un trouble puis qu'on est dans des insatisfactions, on va se faire accompagner pour mettre les bases à la bonne place. Ça nous permet, nous, de faire un travail aussi en tant que parents sur notre propre image corporelle. Oui, tout à fait. Et j'aimerais dire en terminant aux parents, si jamais, justement, il y avait un trouble, ce n'est pas notre bulletin de parents. Hein? Il faut aussi, à un moment donné, un petit peu se déculpabiliser là-dedans et tournons-nous vers l'enfant, vers ses besoins. Tentons de trouver les meilleures personnes pour l'accompagner. Il ne faut pas être honteux. Il ne faut pas hésiter justement à en parler, tu l'as dit, le plus rapidement possible dans le but d'accompagner notre enfant et de l'aider à évoluer sainement pour la suite. Et c'est un mythe encore pesant, hein, le mythe du parent fautif, qui est très lourd aussi de conséquences parce que ça freine beaucoup de parents d'aller chercher l'aide nécessaire. Et les parents sont des alliés extraordinaires. Quand on parle d'image corporelle, de comportement alimentaire ou de troubles alimentaires, on a vraiment besoin des parents. Alors, au lieu de le voir comme un fautif, il faut vraiment le voir comme un allié. Tout à fait, dans le but, évidemment, du bonheur de nos enfants. Et pour ceux qui nous écoutent et qui aimeraient avoir des outils supplémentaires, eh bien, il y a ton livre qui est disponible, De l'insatisfaction à l'acceptation corporelle, qui est publié aux éditions JFD. Alors, merci beaucoup, Marie-Michel, d'avoir été avec nous. Merci aux 2 coachs familiaux, Nancy Doyon et Martin Daigle. Également à nos segments coup de cœur cette semaine, Marie-Michel Ricard, psychothérapeute, psychoéducatrice et autrice. Également Julie Filiatro qui fait de l'éco-éducation sensible avec la mère nature. Mon nom est Maggie Bélanger. Merci d'avoir choisi ce balado afin qu'ensemble, nous soyons à la hauteur de nos tout-petits.